Bonjour et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateforme, films, séries, documentaires, télé-réalité, sport, animé ou stand-up, rien n'est laissé de côté. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals, notre encyclopédie Larousse du cinéma, et je dirais même, roulement de tambour, notre professeur Xavier à nous. Ah, carrément, c'est bien ça, c'est bien, salut. Et notre invité du jour, Alix Dulac, journaliste et animateur streamer pop culture, plus connu sous le pseudo de Nanix. Bonjour Alix. Salut, merci. Je suis pas professeur Xavier, moi, je suis pas un X-Men du coup. Et si, alors tu vas être alors je vais aller dans le futur pour toi, tu seras Monsieur Fantastique. Parfait, j'aime bien. Et au sommaire du jour, un gros plan sur Red One, un film de Noël pas comme les autres sur Prime Video. Notre rubrique Ne cherchez plus avec une reco pour arrêter de scroller devant sa télé. Mais cette semaine, Gauthier, je te vole la vedette avec notre invité puisqu'on va parler de la série Arcane dispo sur Netflix. On se fera ensuite l'agenda, une sélection des sorties marquantes de la semaine, et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme disponible sur toutes les plateformes de podcast, saison 1, épisode 7. Aujourd'hui, notre gros plan est sur Red One, disponible sur Prime Video. Red One est un film réalisé par Jake Kasdan qui revisite l'univers de Noël avec une touche d'action et d'humour. On suit une mission secrète menée par le mystérieux Callum Drift, qui est interprété par Dwayne Johnson, chef de la sécurité du Père Noël, et Jack O'Malley, qui est interprété lui par Chris Evans, un escroc notoire, et tous deux vont devoir sauver Noël d'une menace inattendue. Une aventure atypique au croisement de la mythologie des fêtes et de Men in Black, on peut dire. Rentrons chez nous. On arrive chez vous. Les choses vont bientôt se corser. Vous n'auriez pas une figurine de Wonder Woman par hasard? C'est pas comme ça que ça marche. Bonhomme de neige en approche. C'était sympa de te rencontrer, Cal. Bonne chance pour tout. Avant toute chose, Gauthier, pourquoi on parle de ce film alors qu'il est sorti, je crois, au cinéma partout dans le monde ? Oui, effectivement, il est sorti il y a plusieurs semaines sur plein de territoires, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, etc. Il se trouve que chez nous, on a décidé de le mettre sur Prime Video. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour le film, mais il s'est pas mal planté au cinéma, hein, dans les salles, là où il a été exploité. On espère qu'il aura un meilleur destin sur la plateforme chez nous. Le programme, vite fait, c'est un film de Noël avec Dwayne Johnson. Je pense qu'on peut dire que ça se limite à ça comme programme. Mais le film, comme tu essayais de le décrire, essaye de faire un petit peu plus de choses que ça. C'est-à-dire que si on veut le schématiser, ce film, c'est la chute de la Maison Blanche avec Gerard Butler, mais en film de Noël. Donc ça va être comment le Papa Noël se fait kidnapper et ça entraîne des enjeux géopolitiques de dingue, et Dwayne Johnson, qui est chef de la sécurité du Papa Noël, va devoir aller retrouver qui a kidnappé le Père Soleil, qui kidnappé le Père Soleil et l'emprisonner. Voilà, c'est un petit peu ça le programme. Alors c'est amusant sur le papier. Après, est-ce que ça fait un bon film de Noël ? J'en suis un peu moins sûr pour certaines raisons. Alors, c'est réalisé par, on l'a dit, Jake Kasdan. Jake Kasdan, c'est le réalisateur des remakes des Jumanji, notamment. Oui, les deux derniers Jumanji, c'est ça. T'avais vu ça, Nanix, les Jumanji, tu les as vus, ceux avec Oui. justement Dwayne Johnson? Bah oui, Dwayne Johnson encore, on joue à domicile du coup pour le réalisateur. Oui, je les ai vus. Donc en fait, sur le papier, ça paraît bien, mais bon, du coup. Et voilà, c'est quand même, on peut le dire, on peut le glisser, c'est le fils de Lawrence Kasdan, qui est lui co-scénariste de Star Wars, Indiana Jones, et le réalisateur de Wyatt Earp ou de French Kiss. Donc il y a du pédigré. Il y a du pédigré. Il y a de la qualité. Chez le papa. Chez le papa. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, justement, on va parler mélange de genres. Ce film donc fusionne action, comédie et esprit de Noël. Est-ce que cette approche qui réinvente le genre est-ce que ça réinvente le genre ou est-ce que ça dilue, au contraire, les valeurs de l'un et de l'autre ? Bah déjà, moi, j'ai un petit problème sur le programme, c'est-à-dire que les films qui essayent de vous faire croire que le Père Noël existe bien, c'est-à-dire qu'il est vrai, qu'il est là et qu'il distribue des cadeaux et que c'est lui qui fait ce taf-là, pour moi, sont par essence des films à destination des enfants, puisqu'il n'y a que à eux qu'on essaye de vendre l'idée que le Père Noël existe vraiment.
Donc là, c'est un film plus adulte, avec des scènes d'action, des bagarres, Dwayne Johnson et tout ça, mais qui essaye quand même de vendre à ce public-là l'idée que le Père Noël existe vraiment. Ce qui est un peu absurde. On se souvient de films de Noël qui sont des films d'action. Il en existe plein. Die Hard, par exemple, est un film d'action de Noël. Die Hard, Piège de cristal, je veux dire. Et ça marche très bien parce que ce qu'il faut sauver dans Die Hard, c'est pas tellement le Père Noël, c'est plutôt l'esprit de Noël. Et donc, on revoit Die Hard avec grand plaisir chaque année parce qu'on se dit, voilà un film de Noël avec un monsieur muscle qui évite les explosions et tout ça. On voudrait que Red One soit ça. Et d'ailleurs, Red One est un film qui a été fait avec plein de bonnes intentions. Hein. C'est pas un méchant film. C'est pas un film malveillant du tout. Mais il est coincé un petit peu dans ce que j'appellerais un gloubi-boulga cinématographique. C'est-à-dire que le projet, c'est vraiment de faire ce plat de Casimir, mettre un peu de saucisse avec de la moutarde, du chocolat et de la confiture de fraises et tout. Tout ça ensemble, ça fait pas un très bon plat. Ça fait un gloubi-boulga, quoi, vraiment. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ça, finalement parce que... De Gloubi-Boulga ? Non, du mélange des genres, parce que les films de Noël, c'est toujours le même scénario. C'est toujours une famille décomposée, recomposée, une séparation, un couple, etc. Ou le fiston qui voit pas assez son père, ou la fille qui voit pas assez son père ou sa mère et qui le retrouve. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble que La Course aux jouets, c'est un film de Noël. Tout à fait. Avec Schwarzenegger, et le film est très bien. Et pourtant, au final, t'as tout ce qu'on vient de dire par rapport à Red One, mais peut-être pas de manière aussi exagérée. Voilà, il y a le même mélange, mais de manière beaucoup plus aseptisée, je pense. Alors, les clichés que tu cites, ils sont là aussi, mais ils sont là beaucoup plus en toile de fond. Au début, le personnage de Dwayne Johnson, qui travaille pour un système de sécurité du Père Noël qui s'appelle... mais rien que ça, c'est Elf. kitsch, par exemple. Qui s'appelle Elf, voilà. ELF, C'est un sigle, ELF. Le Shield. Shield. C'est ça, c'est pas Shield, c'est Elf. Voilà. Au début du film, il veut prendre sa retraite parce qu'il ne croit plus en la magie de Noël. Est-ce que tu penses que dans la trajectoire du film, lui arrivera-t-il quelque chose qui fera qu'à la fin, il recroira en la magie de Noël ? On ne sait pas, il y a vraiment un suspense incroyable derrière ça. Le personnage de Chris Evans, c'est pareil, il méprise complètement son fils qu'il a délaissé toute sa vie. Penses-tu qu'au cours du film, il arrivera quelque chose qui fait qu'à la fin, il sera le meilleur papa du monde, etc. Bon, les codes et les clichés du film de Noël sont bien là, mais ils sont mélangés à des trucs mythologiques qui sont pas très... qu'on connaît pas bien, nous, en France. Il y a Krampus, qui est un frère méchant du Père Noël. C'est une version un peu à forme de démon, donc c'est un homme chèvre un peu musculeux. Et ce personnage, c'est un peu notre père Fouettard, plutôt sous nos latitudes. C'est un peu ça. Il y a aussi une sorcière de Noël. Il y a comme ça toute une mythologie qui nous paraît un peu obscure et qui occasionne des scènes qu'on peut parfois trouver rigolotes, comme une espèce de concours de baffe chez Krampus, et qui parfois sont un peu malaisantes, consternantes. Une baston de bonshommes de neige sur une plage à un moment. Enfin, mais des bonhommes de neige stéroïdés. Mais du coup, je lève un peu petite levée de bouclier. Je prends pas la défense du film, loin de là, mais est-ce que finalement, c'est pas la seule période de l'année où on peut pardonner tout ce genre de défauts ? C'est-à-dire, vraiment, qu'on le voit chez soi ou qu'on est au cinéma, on se dit, on sait pourquoi on signe, on sait ce qu'on va voir, et voilà quoi, tu vois. Alors, je sais pas si on peut lui pardonner, mais en tout cas, les producteurs, eux, se sont dit que les gens allaient leur pardonner. Oui, c'est ça, oui. ouais, très manifestement. Puis en plus, moi, j'aime pas du tout dire du mal des choses, donc je vois bien qu'il y a une intention de faire un film familial, un truc un peu pop, chouette, qu'on peut tous regarder en famille, peut-être pas avec des tout petits enfants, parce que je pense que si j'avais mis mon fils de 6 ans devant ça, il aurait fait une erreur 404 dans sa tête, quoi. Il y a un mélange de genres qui est quand même, faut avoir du second degré bien maîtrisé. Hein. Tout le temps. Faut être un spectateur très disposé au second degré. Alors, moi, quand même, si on doit soulever quelques points positifs, c'est-à-dire que le projet de base, vraiment sur le papier, parce qu'on a à l'écran et le rendu, mais vraiment le projet, cette espèce d'organisme, alors non pas la sécurité du Père Noël qui a l'air d'être une entité propre, c'est la police municipale, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Et non, mais c'est plutôt, il y a une espèce d'énorme corporation autour. Internationale qui est gérée par Lucy Liu à l'écran, en tout cas. Et là, leur but, c'est le bureau pour cacher et protéger les créatures mythologiques. Donc c'est pour ça que je faisais le lien avec Men in Black, qui fait ça avec les extraterrestres, donc les cacher du monde normal
et en même temps leur permettre de vivre sur Terre, etc. Et j'aime bien cette idée de me dire qu'il y a peut-être une organisation imaginaire, hein, bien sûr, mais qui régule les licornes. Voilà, c'est ça. Et qui fait que c'est pour ça. Et des fois, il y a un fail, et c'est pour ça qu'on en parle dans les légendes. Et je trouve ce truc de base pourrait ouvrir sur des potentialités de scénario, par contre, assez incroyables. Alors, c'est peut-être le fan de mythologie ancienne qui parle trop, mais voilà, c'était. C'est pas une petite mauvaise parenthèse. idée, mais c'est-à-dire que le film de Noël. Tous les genres s'adaptent à Noël. Il existe des films d'action de Noël, des films d'horreur de Noël, des comédies romantiques de Noël. Oui. Tous les genres peuvent s'adapter à Noël. Mais est-ce que tous les sous-genres peuvent aussi s'adapter à Noël ? Est-ce que sous prétexte que tu mets un sapin à côté de Dwayne Johnson, ça fait un film de Noël efficace ? Est-ce que ça marche vraiment ? J'ai un problème de colorimétrie, cet alliage de vert et de rouge qu'on voit partout à Noël. Il me pose un peu un souci dès qu'on met des effets spéciaux par-dessus. Je trouve que ça fait baveux et que c'est pas des couleurs très harmonieuses. Et moi, mon sapin, par exemple, n'est pas en vert et rouge. Il est en doré et argenté, point. Oui. Sobre. Et puis il y a peut-être, il y a peut-être trop une avalanche visuelle dans ce film. On a l'impression que chaque plan, il y a 300 idées. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a jeté quand même 250 millions de dollars pour produire ce film. Jeté carrément. Ouais, Ok. parce que tu règles tous les problèmes avec l'argent. Tu vois, Oui. t'as un problème, tu jettes de l'argent dessus, puis Oui. voilà. Je commence à trouver qu'à Hollywood, faut arrêter de mettre de tels budgets dans des films, n'importe quel film. Vous allez pas les remonter, vos 250 millions, c'est sûr. En plus, avec la promo, faut remonter le double. Donc vous vous mettez dans des difficultés tout de suite qui sont trop colossales. Même quand c'est bienveillant, même quand l'intention est bonne. Après, c'est Amazon. Hein. Ils ont l'habitude de mettre du budget dans tout ce qu'ils produisent, de toute façon. Oui, Donc, c'est ça, c'est Amazon et MGM c'est ça. qui produit ça. Et du coup, le Père Noël, on l'a pas dit, mais c'est J.K. Simons. Oui, qui était le tyran, le professeur tyran de Whiplash. Par exemple. Oui. Et que d'autres connaissent aussi sous le nom de Jonah Jameson dans c'est- Spider-Man. C'est ça, exactement. Le terrible. Et du coup, c'est un Père Noël un petit peu sous stéroïde. Oui, ça c'est très très marrant. C'est-à-dire que tout le monde ne le sait pas, mais J.K. Simon, c'est un mec hyper baraque qui fait de la muscu tout le temps. Et quand on le voit dans la peau du Père Noël, d'ailleurs, au début du film, il est en train de faire de la muscu. Et à la fin du film, il y a une petite blague sur putain, comment il gonflait le Père Noël quand même. Il est trop stock. Ça, c'est sympa, c'est assez sympa. Voilà, et par moments, il y a des trucs sympas dans ce film. Hein. C'est presque un nanar assumé, j'ai l'impression. Il y a un peu de ça peut-être. Il y a quand même quelque chose. Nanik, je me tourne vers toi. Mhm. Ce duo Dwayne Johnson, Chris Evans sur le papier comme ça. Tu peux te dire ça peut marcher ou on va avoir des clichés. Je crois que tu n'avais pas trop apprécié Chris Evans déjà dans d'autres productions du côté de l'humour. Bah non, parce que moi maintenant je pense que Chris Evans, malgré lui, il restera tout jamais Captain America. Et ce sera le rôle de sa vie. Et c'est pas le rôle, il est le plus drôle. Pourtant, il y a des blagues dans les Marvel. Il en sort quelques-unes, mais elles sont écrites pour lui. Quand c'est écrit pour lui, c'est bien. C'est pas un acteur qui a un acting. C'est pas un acteur, je trouve, qui a un acting. Excusez-moi la répétition. Fait pour Potentiel comique. Voilà, énorme. potentiel comique énorme. Après, Dwayne Johnson, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à de nombreux endroits, mais c'est l'acteur parfait pour ce type de projet. C'est un caméléon. Tu vas lui proposer un film d'action pur, c'est le good guy qui règle tout. Voilà, c'est l'homme qui sauve le monde. Hein, il suffit de voir là, sa filmographie, il sauve le monde littéralement tout le temps. Ouais, mais il fait exactement le même personnage, par exemple, que Oui. dans Alerte à Malibu, Oui. où voilà, donc il fait cette espèce. Moi, je dis pas qu'il sauve le monde, moi je dis qu'il pète la gueule à des trucs. Il Mais- pète la gueule à la jungle, il pète la gueule à un bâtiment, il pète la gueule à la planète Mars, il pète la gueule, quoi. Mais c'est ça, il fait toujours ce personnage de gros dur, mais qui est un nounours à l'intérieur. Mais, Ah ouais, bien sûr. de toute façon, à la différence d'autres gars qui viennent du catch comme Dave Bautista maintenant ou John Cena qui ont prouvé, eux, sur d'autres productions qu'ils pouvaient verser dans un potentiel d'acteur pas énorme mais quand même assez intéressant. Plus dramatique. Plus aussi, dramatique. ouais. Dwayne Johnson, il sait jamais. Je pense que c'est un acteur qui s'en fout. Lui, on va pas se mentir, hein, c'est la cash machine. Son nom rapporte de l'oseille. Il est bankable. Les rôles qui lui vont, c'est des rôles bien. Et je pense qu'aussi, il accepte ces rôles-là pour déjà se faire kiffer lui et faire kiffer sa famille aussi, surtout. Donc voilà, il se fait plaisir, il fait plaisir à ses proches. Donc lui, il s'éclate sur ce genre de film-là. Et Chris Evans, l'avantage, c'est que ça reste, quoi qu'il arrive, un bon acteur. Voilà. Même si je répète, dans le registre comique, c'est pas trop là où je le préfère. On m'a rappelé avant le podcast qu'il avait joué dans Scott Pilgrim et là il était bon parce qu'il était bien dirigé par exemple. Donc Dernière question, ce serait plutôt pour qui du coup ce film au final? C'est tout le problème. Voilà. Je pense qu'un film de Noël,
sa cible, c'est les familles. Voilà, hein, l'idée que tout le monde puisse regarder ça. Et là, on fait plutôt un film qui n'est pas regardable vraiment par toute la famille. J'imagine que les seniors, ça va beaucoup les ennuyer, que les tout petits enfants, encore une fois, je me répète, mais ils ne peuvent pas encore accéder à ce truc-là. Je pense que c'est un film qui est fait surtout pour les fans de Dwayne Johnson, mais sont-ils assez nombreux pour se dire « Ah chouette, un film avec Dwayne Johnson et un sapin de Noël, ça va être trop sympa ». Je pense qu'on loupe un petit peu, toutes les cibles. C'est un produit trop hybride, en fait. Moi, j'aurais orienté ça vers les jeunes adultes, tu vois, au moment du lycée. Pas encore tout à fait, tu vois, à ce moment, la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, où il y a ce côté un peu rigolard qui va pas chercher des fois très loin, mais qui peut suffire en deuxième partie de soirée, par exemple, ou en rentrant de soirée. Mais c'est peut-être pour ça que le film avait marché au cinéma et que chez nous, on a choisi le choix de la plateforme. Parce que le choix de la plateforme, c'est pas la même proposition pour la famille. Le cinéma, c'est vraiment se déplacer. On regarde à la même période ce qui sort. Tu vas avoir un Avatar l'an dernier. Tu vas avoir un Top Gun qui, quoi qu'il arrive, reste un film, qui ressort et qui reste un film assez grand public. Là, il y a un peu, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu trop fourre-tout. Et pas forcément en première lecture, premier visionnage accessible à tous. C'est peut-être pour ça qu'au cinéma, ça n'a pas marché, je pense. Je pense que la question que tu viens de nous poser, c'est-à-dire pour qui c'est, le studio aurait dû se la poser, et ça aurait dû être la première question qu'ils auraient dû se poser. Mais, qui on vise, voilà. Et j'ai un peu l'impression qu'ils se la sont posés une fois que le film était déjà fait, et qu'ils se sont dit, on verra, de toute façon, il y a Dwayne Johnson dedans, on peut pas se louper, quoi. Oui, et puis Chris Evans, ça ramène... Ça, Chris Evans, par contre, tu sens que c'est aussi la caution. Il y a Captain America dans le film, hein, donc venez le voir, quoi. Voilà, ça marche bien. Merci à vous. Je rappelle que Red One est disponible sur Prime Video depuis le 12 décembre en exclusivité. Et je vous propose de laisser maintenant les sapins et les barbes blanches pour la reco du jour. Une reco un peu spéciale, puisque je vais exceptionnellement, comme on le disait, remplacer ce cher Gauthier. C'est la chronique Ne cherchez plus. Et oui, aujourd'hui, c'est moi qui vais interroger notre bon vieux Romain sur Arcane, une série d'animation produite par Riot Games et Fortiche Productions, prolongeant l'univers d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Réalisée par Pascal Charrue et Arnaud Delors, elle explore la relation complexe entre Vi, qui est doublée par Hailey Steinfeld, et Jinx, qui est doublée par Ella Purnell. Deux sœurs prises dans le chaos entre les riches Piltover et les opprimés de Zone. Le monde rétrécit un peu plus chaque jour. Là-haut, à la surface. La surface nous distance de plus en plus rapidement. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Un moyen de maîtriser la magie par la science. Vous ne comprenez absolument pas les enjeux. Le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. Un mélange de drame, d'action, d'effets visuels. Alors, pourquoi c'est incontournable et pourquoi c'est un tel phénomène ? Expliquez-moi. Alors effectivement, déjà moi je veux faire un premier message quand on parle de Arcane, c'est que personnellement je n'ai jamais touché à ce jeu vidéo qui est League of Legends. Je ne l'ai jamais installé, je ne l'ai jamais... C'est bien. Non mais voilà, c'est-à-dire que... Et pourtant, je fais partie des fans inconditionnels de Arcane. Je considère que c'est une des meilleures productions audiovisuelles de l'année. Ça fait partie des meilleures productions en tout cas, de mon humble avis. Et c'est pour ça qu'on voulait vous le recommander aujourd'hui si peut-être vous êtes passé à côté en vous disant c'est une adaptation de jeu vidéo, ça ne nous intéresse pas sur le papier. Donc je vais juste citer quelques thèmes qui sont abordés en préambule dans la série Arcane, c'est-à-dire que si vous pensez que comme c'est l'histoire d'un jeu vidéo, on va avoir des combats entre des personnages avec des grands pouvoirs, un petit peu comme on peut le voir dans l'animation japonaise, c'est pas vraiment ça que vous allez avoir, il y en aura un petit peu, mais ça sert surtout de socle pour parler d'autres choses. Par exemple, de quoi parle Arcane ? Arcane, pour moi, ça parle des inégalités sociales, de la lutte des classes, des relations, des conflits familiaux, de l'éthique de la science et des progrès technologiques, du pouvoir de la corruption, des traumatismes et de leur impact sur l'identité, des alliances, des divisions politiques et idéologiques. C'est ça
Arcane. Si vous voulez, le principe de c'est une adaptation de jeu vidéo, si on n'en parlait pas, je pense que ça séduirait plus de monde. C'est quand même dramatique, c'est quand même dommage, mais c'est un fait. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut voir Arcane ? Déjà, c'est français. Cocorico. Et oui. Évidemment, c'est produit par le studio Riot Games, qui est le producteur du jeu vidéo, et le studio Fortiche, qui s'était déjà distingué en faisant des bandes annonces et des les clips de Worlds notamment. Des clips pour les championnats du monde de League of Legends, etc. Et à travers ça, on a vu un savoir-faire. Ils ont mis du temps à trouver leur patte graphique, et là ils l'ont trouvé. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est à l'antithèse totale de cette espèce de lissage cartoon qu'on retrouve chez Pixar. Alors, c'est très bien chez Pixar, mais quand tout le monde le copie, ça devient, comme avec Eliane et le sortilège, un petit peu tout le temps les mêmes graphismes. Du coup, là, on a quelque chose de très différent qui n'hésite pas à aller piocher dans l'art moderne, dans le brutalisme ou dans des mouvements artistiques comme ça. Pourquoi ? Mais c'est français et on a un savoir-faire en animation et on a un passé historique et culturel qui permet aux animateurs du studio Fortiche de faire ça. Il y a quelque chose d'hyper important avec Arcane, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on aurait pu se contenter d'une adaptation base du front. On aurait pu justement avoir un tournoi entre les meilleurs personnages de League of Legends. Alors les meilleurs, il y en a 200 et quelques. Donc bonne chance à vous. Plusieurs saisons du coup. Plusieurs saisons. Voilà. Là, on s'est concentré sur tout à fait autre chose. Il y a des gens qui se sont dit non, on va pas faire ça. On va aller prendre juste un ou deux personnages et on va vraiment raconter une autre histoire. Et ce qui est d'assez hallucinant avec ça, c'est que c'est un contre-pied total par rapport à ce qu'on fait régulièrement quand on fait des adaptations ou de jeux vidéo ou des séries, des sagas ou des remakes ou ce genre de choses. Là, on a été chercher la difficulté, mais pour aucune raison, juste par l'envie de faire quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais un peu mettre en avant. Et voilà, de quoi ça parle ? Tu l'as dit, Gauthier, c'est à la base l'histoire de deux sœurs. C'est délivré en 2 saisons. Ces 2 saisons sont sorties 3 épisodes par 3 épisodes. C'est-à-dire qu'une semaine, il y avait 1, 2, 3. La semaine d'après, 4, 5, 6. Par arc, comme ils ont. C'est des cycles, c'est ça. C'est des cycles de 3 épisodes. Voilà, donc chaque semaine, on pouvait se faire quasiment 1h30. Donc un petit ça. film. Surtout qu'il y avait des conclusions satisfaisantes qui relançaient pour l'arc d'après. Donc on a eu quelque part, avec 2 saisons de Arcane, 2 trilogies pour la saison 1, pardon, et une deuxième trilogie, série de trilogies. Je me suis compris. Ouais. Toi, Nanix, tu as vu aussi Ouais, bon, du coup, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce que Romain a dit, qui vont dans son sens. Bon, l'histoire, on résume ça à l'histoire de 2 sœurs, mais en réalité, c'est l'histoire de 2 villes, d'une ville coupée en 2, la ville du haut, la ville du bas. Et tu parlais d'inégalité sociale, c'est exactement ça, la ville du haut qui a un confort de vie et une vision politique, sociale, économique complètement différente de celle du bas, et évidemment vous vous en doutez, deux mêmes quartiers ou une même ville coupée en 2 qui s'affrontent, ça va forcément créer des étincelles, des bouleversements et des drames, beaucoup de drames, parce qu'il faut le dire, Arcane c'est avant tout une série dramatique, voilà. Et c'est pas forcément le terme qu'on emploie lorsqu'on parle de série d'animation, mais c'est une vraie série dramatique. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Le deuxième, tu parlais d'adaptation aux jeux vidéo. Je pense que tu avais en tête, par exemple, un The Last of Us qui adapte littéralement le jeu, même si pour le propos, la série va aller puiser des éléments que le jeu ne traitait pas. Donc c'était le seul point bonus pour les gens qui avaient fait le jeu comme toi, moi ou d'autres, pour avoir envie de s'y mettre. Là, Arcane, il faut savoir que c'est vraiment un développement from scratch. League of Legends, comme tu l'as dit. À partir de rien, donc. À partir de rien, exactement. Comme tu l'as dit, enfin, de presque rien. Comme tu l'as dit, LoL, c'est l'abréviation pour League of Legends. C'est un jeu où on choisit évidemment des champions, on s'affronte sur une carte, voilà, et on doit choper, là, on doit prendre possession de la base adverse. C'est bien résumé ? C'est tout à fait ça. Voilà. En 5 contre 5. En 5 contre 5, voilà. Il manquait juste le détail numérique. Qu'est-ce que tu vas raconter avec ça ? Et comme tu l'as dit, Arcane, ils arrivent en disant... Enfin, Fortiche, avec le studio de Riot, arrive en disant non, on va créer un lore. Parce qu'il y a déjà un lore qui existe. Vous allez sur le jeu, les champions ont une histoire, etc. Une sorte de mythologie. Une sorte de mythologie dans laquelle on va créer quelque chose qui est canon. Voilà, l'histoire d'Arcane est canon désormais à League of Legends. Et ce qui est bien, c'est que le jeu a énormément apporté à la série, puisque littéralement, des artefacts, des items, ce qu'on va appeler, on va dire les termes, les personnages que l'on connaît dans la série sont des champions pour la plupart dans le jeu. Ces champions ont vu leur histoire déjà un peu développée dans le jeu être complètement identifiable et réelle, tangible via la série. Et de l'autre côté, la série nous apporte aussi son lot de nouveautés qui vont être incrustées ou intégrées dans le jeu. Certaines le sont déjà, d'autres vont arriver dans le futur. Oui, parce qu'il y a quelques personnages parmi les plus importants et les plus, peut-être les mieux écrits
de la série Arcane qui ne sont pas du tout des personnages du jeu, qui Non. sont des inventions pures. Exactement. Et un peu comme c'est une production française, hein, mais un peu à la sauce hollywoodienne, on vous balance un ou deux persos comme ça. On voit aussi comment le public réagit, les retours. Si le public adhère, bah forcément, c'est un perso qui arrivera dans le jeu plusieurs semaines auparavant. Mais en fait, ce qui est fort avec Arcane, c'est que déjà l'animation, on s'extasie beaucoup sur les séries d'animation, sur la qualité de l'image, la gestuelle, le mouvement, etc. Ok, pas de problème. Quand c'est pas au service du scénario, à un moment donné, c'est beaucoup de fanservice. Là, Arcane, pour le coup, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une mise en scène, et j'invite vraiment les gens qui ont vu la série à la regarder une nouvelle fois, surtout la saison 2. Regardez toutes les intros d'épisodes. Toutes les intros d'épisodes ont du sens. C'est pas gratuit, c'est du travail de zinzin. Je crois qu'ils ont mis entre 2 mois et 3 mois à chaque fois pour faire ne serait-ce qu'un épisode en production. C'est pas pour rien. Vraiment, les gars de Fortiche se sont donnés. Pour ça, c'est un autre gros point sur lequel je voulais revenir. Et enfin, pour finir là-dessus, le scénario, tu l'as dit. Alors, en vrai, quand on pose le scénario d'Arcane, Arcane n'invente pas la roue. Non, il y a quelque chose de très inspiré des tragédies grecques, par Exactement. exemple. On lève plein de sujets, thèmes de société sur lesquels tout le monde se retrouve. J'ai envie de dire, même la nouvelle génération, celle qui est complètement accro à Arcane, va même être éduquée par rapport à ça et apprendre des choses. C'est encore une fois, un scénario n'est vraiment bon que si l'écriture et la façon dont il est introduit avec les personnages et les dialogues et les interactions entre eux sont faites. Et dans Arcane, je pense qu'il y a pas mal de séries live action qui ont pris une petite leçon. Alors, pour lever le voile sur pourquoi on a fait ce retournement de situation, Romain et moi, et pourquoi c'est lui qui prend le lead sur cette recommandation à Arcane, c'est qu'il y a un véritable épiphénomène sur Arcane, il y a un véritable engouement de la jeunesse et de toute une certaine partie de la population. C'est vraiment la série événement de cette fin d'année. Il y a même une production de dingue, puisqu'il y a des chansons qui ont été écrites pour la série par Stromae et tout ça. Je m'étais nommé, j'avais mis une petite ligne, Imagine Dragons, Woodkid, 21 Pilots, Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine, Stromae, Pomme, effectivement, et la rappeuse japonaise Ashinko. Est-ce que la raison pour laquelle moi je ne l'ai pas vu, parce que quand Romain m'a dit il faut absolument qu'on traite Arcane parce qu'il y a un vrai phénomène autour de ça, je lui ai dit go, super, je rentre chez moi et je regarde Arcane. J'aime bien un premier épisode, je me suis endormi. J'ai mis un deuxième épisode, je me suis endormi et je me suis dit, en fait, ce truc-là, c'est ma kryptonite absolue, quoi. J'y arrive pas du tout. Je ne suis pas programmé pour regarder des trucs comme ça. Ça m'a rappelé un petit peu mes frustrations d'enfant devant Dragon Ball Z que tous mes copains adoraient dans la cour de l'école et moi, j'y arrivais pas. Il y avait rien à faire. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait tout un monde, tout un public, en tout cas, qui soit exclu d'un tel programme, pas uniquement parce que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qu'ils connaissent pas, mais aussi parce que c'est un format particulier, il faut découvrir un univers, c'est un petit peu difficile d'accès pour certains. J'ai un peu la frustration de ça parce que je me rends bien compte que la forme est peut-être très pop et on est loin d'un classicisme facile d'abord pour, par exemple, mes parents, si je vais les citer. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté d'une histoire et d'émotions qui sont vraiment, je pense, qui plairaient à ces personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans... J'avais la même chose. Nanix, tu parlais de Last of Us tout à l'heure et notamment du jeu. Quand on joue au jeu vidéo Last of Us, moi j'ai eu plus d'émotions que devant la série. Et je trouve dommage que les gens qui ne jouent pas au jeu n'aient qu'une fractale. Ils n'aient pas l'expérience complète, quoi. C'est ça. Nanix, tu avais peut-être un élément de réponse ? En fait, le truc, c'est que déjà, j'ai plein de copains et copines comme toi qui ont essayé de regarder Arcane. Certains ont même tout vu en entier, même certains ont détesté. Alors, je sais que des gens qui écouteront ce podcast et qui ont adoré Arcane vont s'arracher les cheveux. Calmez-vous, laissez vos cheveux tranquilles, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ils tombent tout seuls, de toute façon. Ouais, ils tombent tout seuls au bout d'un moment. Non, mais en fait, il faut savoir qu'il y a aussi un a priori par rapport à l'adaptation de jeux vidéo. Cyberpunk Edge Runners, je vais le citer par exemple, fait la même chose qu'Arcane, dans un registre totalement différent. On raconte une histoire, on développe un univers qu'on connaît déjà à travers le jeu vidéo. Et je pense qu'il y a aussi, malheureusement, cette inquiétude pour la personne qui va regarder Arcane de se dire à quel moment on va me perdre. À quel moment ça va être un produit purement jeu vidéo et dans lequel je ne suis plus la cible. À quel moment l'enjeu principal, qui reste quand même de faire la promotion d'un jeu vidéo à travers un autre média, donc la série d'animation, va prendre le dessus sur le principe même de la création de ce support-là, à savoir me divertir et me faire passer un bon moment. On n'a jamais ce ressenti-là avec Arcane. Vraiment, Romain l'a dit, il n'a jamais lancé une partie de LoL. J'ai lancé 3 parties de LoL pendant le confinement. J'ai stoppé pour des raisons de communauté, on va dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails. Mais même sans avoir joué,
ça m'a donné envie d'intégrer cet univers et pas forcément envie de jouer au jeu derrière, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une part de à quel moment le jeu vidéo prend le pas sur la série d'animation, à quel moment ça me perd. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de peut-être d'ignorer toute une très très large communauté de personnes qui ne se fait juste aucune idée de ce que peut être League of Legends. Tu vois, moi, c'est un truc... C'est jamais cité dans la série, hein, entre guillemets, dans ces termes-là. Quand on me parle de League of Legends, je ne me représente même pas ce que c'est. Mais t'as pas besoin parce qu'Arcane, en fait, ce qui a plu, ce qui fait le succès d'Arcane, en vrai, c'est, je me mets à la place de la personne qui adore LoL, vraiment qui adore LoL, pour discuter avec eux, ça fait très marginal. Ils sont 12 milliards, mais... Voilà, pour discuter avec des copains et des amis qui sont vraiment très fans de LoL. Eux, ce qu'ils désiraient avant tout, c'est de pas voir leur jeu adapté purement et simplement en série. Ils voulaient qu'on leur raconte une histoire. Arcane raconte une histoire. Donc, si tu aimes les produits, les séries, les films, notamment on parle de séries, les animations qui racontent une histoire, Arcane est totalement la cible. Surtout que c'est une histoire très géopolitique, très politique, très sociale, très économique, très humaine avant tout. En fait, la série, c'est un peu facile de dire ça, mais coche toutes les bonnes cases d'une bonne série dramatique. Et j'insiste bien sur le terme dramatique parce que, encore une fois, quand on parle d'animation, on se dit toujours qu'il y a un petit côté enfantin, un petit côté aseptisant. Non, dans Arcane, on nous montre tout, on nous cache rien. Et je pense que tu vois très bien de quoi je parle, Romain. Donc, non, la série ne t'exclut pas, tu ne t'attends pas à voir LoL. C'est pas possible. Là, pour moi, le seul, ça répondrait peut-être à la question, c'est pour qui ? Le seul vrai frein, au-delà, peut-être, voilà, oublions que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo parce que vraiment ça n'a pas de lien et c'est pas un problème. C'est le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est celui qu'on pourrait avoir avec le fantastique. Oui. Voilà, la fantasy ou la science-fiction ou ce genre de choses. Si ça c'est un problème, effectivement là ça va être un petit peu plus compliqué. Ceux qui par exemple, Dune, ça les laisse de marbre. Exactement. Ah bah, Arcane, ça va pas marcher. Alors, c'est pas du tout un truc épique comme ça. Ouais, t'as raison. Mais quelque part, voilà. Après, voilà, l'animation, moi, il y a certaines phases d'Arcane, ça m'a rappelé le début de l'épisode 3 de Star Wars, avec ces plans avec les vaisseaux qui se croisent et qui font des loopings, etc. Ça me rebute pas en soi. C'est vraiment ce côté, est-ce que le fantastique, au sens large, est quelque chose de bloquant ? Si oui, évidemment, ça peut être plus compliqué, mais sinon... Et puis, franchement, je vois pas de... Et puis, un détail dont on parle pas depuis le début, parce que nous, on a adoré, et puis c'est le point fort de la série, mais ça peut être aussi son point faible pour d'autres. L'animation, c'est toujours un souci. Ça peut... Oui, l'animation, si ça divisera toujours. Si t'aimes pas le style graphique, ça va durer pendant 2 saisons, donc ce sera pas bon. Merci beaucoup. Je vous propose de reprendre l'activité normale, le cours normal de cette émission, avec notamment l'agenda des sorties. Et on va faire rapidement, si vous le voulez bien, on a pris un peu de retard, l'agenda de cette semaine du 18 au 24 novembre. Je vais tricher un petit peu parce que je vais parler d'une sortie qui a eu lieu le 17, tout simplement. Et le 17 décembre, Les Simpsons, un Noël sous hypnose. Évidemment, on a parlé de Red One tout à l'heure, c'est un film de Noël, mais que seraient justement les productions de plateforme sans les Special Holidays, une tradition américaine depuis les années 60, qui a eu des grands sorties et des moins bonnes. Et donc les Simpsons, voilà, qui fait encore une fois son Noël spécial. J'ai un petit pitch, si vous voulez. Allez. Tout le monde connaît les Simpsons, bien sûr. Mais dans cet épisode, la famille Simpson se retrouve plongée dans une aventure des plus loufoques. Tout commence lorsque Homer, hypnotisé pour la première fois, découvre un monde parallèle où il se retrouve dans une situation totalement imprévue avec des répercussions sur ses proches. Ce Noël sous hypnose promet de mêler humour, magie et aventure dans le style inimitable de Matt Groening. Très bien, très bien. C'est exactement le genre de production où j'ai envie de dire les amateurs apprécieront. Bien sûr. On reste dans le thème de Noël si vous le voulez bien, mais avec un film. Une comédie de Noël loufoque encore une fois, dans laquelle Jack Black n'incarne pas vraiment le Père Noël. Et là je suis obligé de vous faire le pitch pareil. Parce que l'histoire, elle commence lorsqu'un jeune garçon, excité à l'idée d'envoyer sa lettre au Père Noël. Je rappelle que le Père Noël, en anglais, c'est Santa. Très bien. Et ce garçon, il est un peu dyslexique. Et au lieu d'écrire à Santa, il va faire une lettre à Satan. Oui. Et donc, Satan, qui est joué par Jack Black, va trouver la lettre de ce petit garçon et débarquer pour les fêtes de fin d'année. Sauf que, évidemment, c'est pas du tout la même logique entre le Père Noël et le diable. Donc ça déclenche une série d'événements chaotiques, avec Jack Black, évidemment, qui va apporter toute son énergie dévastatrice à la saison des fêtes, en chamboulant
ce climat traditionnellement joyeux et enjoué qu'est celui de Noël. Voilà, donc on va combiner des éléments classiques du film de Noël. Évidemment, je pense qu'il y aura un happy end, que le diable ne sera pas si méchant que ça, ou qu'il va malgré tout sauver un enfant, avec toujours cet humour décalé. C'est quand même un film des frères Farrelly. Donc frères Farrelly, c'est ceux qui avaient fait Scary Movie notamment, Oui. etc. C'est terrible de se tromper de lettre quand même. Ça sonne comme un pitch alternatif de l'étrange Noël de Mr. Jack, hein, un petit peu. Légèrement. Ouais. Il y a beaucoup d'inspiration quand même. Le 20 décembre, et on passe sur Netflix. Ah oui, j'avais pas dit que Dear Santa, c'est sur Paramount+, pardon. Ok. Donc sur Netflix, on a le film Messagère de guerre. Alors là, attention, on quitte l'esprit de Noël pour un drame historique qui raconte l'histoire du seul bataillon afro-américain féminin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est réalisé par Tyler Perry, c'est celui qui avait fait Ninja Turtle 2 et Pas de patrouille le film. Donc c'est pas forcément à ça qu'on va s'accrocher. On va plus retenir Susan Sarandon, Oprah Winfrey et Kerry Washington en rôle titre, bien évidemment. Donc voilà, un film qui se concentre sur l'héroïsme et la résilience de ces femmes qui ont travaillé sans relâche pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Est-ce que c'est le genre de proposition qui pourrait... C'est son premier vrai projet du coup, j'ai l'impression, donc on le soutient. Non, il a fait beaucoup de choses Ok, d'autres. ça va. Mais c'était marrant de noter ça. Oui, c'est pas faux. Non, en vrai, le pitch est cool. Le pitch n'est pas inintéressant, voilà. Ouais, moi ça m'emballe moins, mais bon. C'est tiré d'un article qui avait fait sensation il y a quelques décennies aux États-Unis, pour le coup. Ok. D'accord. Et enfin, évidemment, Nanix, tu es aussi là pour pouvoir nous dire la dernière saison de What If sur Disney+. What If, on le rappelle, hein, c'est cette série d'animation qui joue avec les multivers. Oui. Donc, en gros, c'est... Et si il s'était passé ça, et ça change toute l'histoire et Tout à les fait. possibilités. Dans l'univers Marvel. Hein. Dans Oui. l'univers de Marvel. C'est une série d'animation, il y a déjà eu 2 saisons, c'est la dernière. Qu'est-ce que tu en penses en général, Nanix, de cette série? Qu'est-ce que j'en pense en en tant que général fan de l'univers Marvel? J'ai été plutôt agréablement surpris par le choix de l'animation, parce que je m'attendais pas à ça. Au départ, j'avais un peu de mal, et au final, je trouvais qu'elle était quand même assez qualitative. Au niveau des histoires, toutes les saisons ne se valent pas, tous les épisodes ne se valent pas. J'ai quand même un gros affect pour la saison 1, notamment le final. Voilà, ceux qui ont vu s'en souviendront. Et l'avantage, c'est que ça reste quand même assez canon, puisqu'il y a des épisodes qui sont directement connectés à certains films. Alors, pas dans le détail, mais dont les films vont s'inspirer ou avoir une continuité. Donc, ça fait partie de ces projets sur lesquels il ne faut pas trop passer à côté quand on est fan du MCU, comme moi. Et j'attends avec impatience cette saison. En plus, c'est un épisode par jour pendant les fêtes de Noël. Ça, c'est bien ça. Le format est trop bien. Une nouvelle diffusion, effectivement, c'est plus comme un calendrier de l'Avent quelque part. C'est ça, voilà. Avec parfois une bonne surprise et parfois une moins bonne surprise. Oui, voilà. parce que ça imagine des choses, ça reprend des idées comme si tous les personnages Marvel étaient des zombies. Ça reprend. Il y a un épisode avec Doctor Strange dans la saison 1 qui est particulièrement marquant et qui a servi de base. Et qui est vachement bien. Voilà. Alors, qui est très bien et qui a servi de base à ce que sera derrière le développement du personnage dans l'univers Marvel, au cinéma, etc. What If saison 3, donc disponible depuis ou à partir du 22 décembre. Ce sera tout pour aujourd'hui, on est obligé de faire un petit peu court. Merci beaucoup Nanix d'avoir été avec nous. Je te propose de rester ceci dit assis bien confortablement sur ton siège. Tu vas passer l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Alix Dulac. Alix, le concept est simple, 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire. Qu'est-ce qui t'attire en priorité sur une plateforme ? Série. Les séries. Quel type de contenu aimerais-tu avoir sur une plateforme mais qui n'existerait pas encore aujourd'hui ? Je pense qu'on a tout. J'aimerais que juste avoir tout ce que je veux sur la même plateforme. Ça serait le top, mais ça arrivera jamais. La méta-plateforme. Exactement. D'ailleurs, en parlant justement des contenus, tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue, en mode séance de rattrapage, tout ça ? En vrai, les deux. Le truc, c'est qu'ils font... Alors, tout ce qui est ancien, je connais déjà. Donc, c'est du revisionnage et c'est top. Tout ce qui est nouveau, ça dépend comment c'est vendu. Il y a des pépites qui sont très mal vendues et il y a des fraudes qui sont trop bien vendues. Est-ce que malgré tous ces abonnements que tu peux avoir, tu loues encore parfois des VOD ? Non, plus du tout, par contre. Plus du tout. Non, plus du tout. Quel est ton rapport par contre au cinéma en salle ou même à la télévision depuis que tu as intégré les contenus de plateforme ? La télé, c'est rare. La télé, c'est vraiment le moment où 22h, 23h, je fais une pause de tout ce qui est plateforme de streaming, etc. Et hop, une pépite. Je reste dessus et du coup, ça ruine mon sommeil. Mais les gens qui écoutent ce podcast s'en moquent, n'est-ce pas ? Et pour le cinéma, moi, le cinéma, ça reste
la mec du divertissement grand écran. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, avec les plateformes, il y a ce côté un peu feignant. Je vais attendre que mon film il sorte sur ma plateforme, etc. Non, moi, l'expérience ciné prévaut. Et il y a des films qui ne se voient encore qu'au cinéma. Et je pense que malheureusement, les gens passent beaucoup trop à côté d'expérience ciné encore aujourd'hui. Qui regarde le plus les plateformes à la maison? Je sais que t'as des ados et tout ça, donc... Il y a un match entre moi et mes deux garçons. Mais je pense que c'est moi le grand, dans ce ordre-là. Moi le grand, le petit, madame. D'accord. Voilà. Par contre, tiens, comment est-ce que vous consommez ces contenus? Est-ce que c'est plutôt télé du salon, bien comme il faut dans le canapé? Est-ce que c'est tablette au lit, téléphone dans les transports? C'est quoi ton support favori, si on devait en garder qu'un? Mon support favori, Ouais. la vérité, c'est mon salon, mon canapé. Et ça, c'est imbattable. Maintenant, souvent, des fois, ça va être le téléphone parce que je cours et que j'ai des trucs à voir et ça m'embête de les voir sur un petit format. Donc, ce que je fais généralement, c'est deux fois. D'abord, on va dire pour l'obligation et ensuite pour le plaisir, un deuxième visionnage tranquillement à la maison. Mais ouais, c'est canapé d'abord. Et ensuite, canapé, l'ordi. Voilà. Est-ce que les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec tes proches? Alors, je dirais en dehors du milieu professionnel, puisque tu commentes l'actualité, évidemment. Quand tu parles de production, c'est ce que les plateformes produisent pour elles-mêmes, genre les productions Prime, les productions Netflix, etc. Exactement. Oui, ça l'est parce que madame a une grosse passion pour tout ce qui est documentaire sur les psychopathes, n'est-ce pas? True crime, ouais. Voilà, et du coup, elle m'en parle régulièrement. Et puis en fait, le truc, c'est que c'est des productions qui sont vachement marketées, c'est normal, c'est produit par la plateforme, il faut bien le vendre. Oui, on en parle quand il y a un nouveau truc qui sort, on en parle. Par exemple, on attend dans la famille avec impatience et familiale la prochaine saison de Stranger Things, par exemple. Et on en parle beaucoup. Petite question business. Comment on récompense pour toi ces productions exclusives de la plateforme? Est-ce qu'on crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existeraient déjà, ou on fait une cérémonie dédiée? Comment tu ferais, toi? En fait, c'est embêtant parce que quand tu vois les millions injectés dans les films désormais sur les plateformes, ce sont des budgets de cinéma. Donc en fait, de par même ce facteur-là, tu es censé les mettre dans cette catégorie-là. Maintenant, je dissocie encore le cinéma de la plateforme. Dans une année où il y a quand même, je sais pas moi, plus de 300-400 films qui sortent au bas mot, et encore je suis gentil sur le chiffre, ça m'embête de voir des films sortis au cinéma pas nominés. D'accord, et voir des films sortis sur les plateformes l'être à leur place. Je pense que ça va venir, mais je suis peut-être un petit peu vieux jeu. Hein. Alors je suis encore très jeune dans ma tête, tu le sais. Je pense que une récompense pour le cinéma, une récompense pour les plateformes, ce serait plus fair pour moi. Dernière question, elle est simple à poser, elle est difficile à répondre. Quelle est ta plateforme préférée? Oh non, c'est pas bien. Allez. Alors, tu as le droit d'avoir des périodes. Des époques. En ce moment, ça serait plutôt ça. Oui, ça y a Par le passé, j'étais un très gros consommateur de Netflix. Voilà, comme ça je me fâche avec personne. J'ai eu ma grosse période Disney+, parce que tu le sais, Marvel, Star Wars, donc actuellement il y a un peu moins de... Quoique, il y a des choses en ce moment, mais on va dire qu'il y a un peu moins de grosses productions. La plateforme que je trouve qui est un peu sous-cotée par rapport à son catalogue et que j'aime bien, petit plaisir coupable, parce que, voilà, c'est Prime Video. Donc, mon triangle d'or, c'est celui-là, pour l'instant, et parce que j'ai pas Max encore pour le moment, et Paramount et Apple TV je regarde de plus en plus, mais ouais, on va dire ces trois là, mais mon prisme principal, mon triangle d'or, c'est ces trois là. Et pour le moment tu es dans une période Prime Vidéo. Ouais, Prime / Netflix quand même un peu. Merci beaucoup Alix. Merci à vous. Original, saison 1, épisode 7. On remercie notre invité. Je rappelle Alix Dulac, donc journaliste, animateur et streamer pop culture. On remercie aussi Andou à la production. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une émission spéciale, bilan de l'année. Un hors-série. Un hors-série, bien sûr. Et toujours plus d'actualités, ciné, séries, doc ou animés. Et toujours plus de créations originales, bien sûr. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.